Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelques citations qu'on peut trouver dans le Rouge et le Noir et puis dans les critiques qui ont été faites du Rouge et le Noir. Ces citations vont vous permettre de développer certaines idées quand vous ferez une dissertation ou quand vous présenterez l'œuvre à la fin de l'année pour l'oral de français. Alors d'abord, on va dire que Stendhal, dans le Rouge et le Noir, se place comme un observateur de la société. Pour cela, regardez ce qu'il y a écrit sur sa tombe. Arrigo Bale, Milanese, Scrisse, Amo, Bissé. Henri Bell, Milanais, j'ai écrit, j'ai aimé, j'ai observé, Vissé. Donc il se présente vraiment comme quelqu'un qui a regardé la société, qui a bien essayé de tout comprendre les rouages et qui l'a présenté dans ses romans. En témoigne aussi la citation, l'épigraphe qu'il y a dès le début du livre, pour le livre 1, la vérité, l'âpre vérité de Danton. Stendhal sous-entend ici qu'il va nous montrer la vérité, y compris dans ce qu'elle a de plus amer, de plus difficile à avaler. La vérité que Stendhal nous montre, c'est une vérité qui concerne l'âme humaine, c'est pas un travail d'historien. Hippolyte Taine dit que Stendhal est le plus grand psychologue du siècle. En fait, la vérité qu'il montre, c'est qu'est-ce qu'il se passe dans la tête des gens en 1830, dans la tête d'un jeune homme comme Julien, dans la tête d'une dame de province comme Madame de Rênal, etc., etc. Alors, comment est cette société que nous décrit Julien? Alors, premièrement, en province, c'est une société qui est obsédée par les petits intérêts d'argent. Ainsi, dès le chapitre 2, voilà le grand mot qui décide de tout à Verrières, rapporter du revenu, écrit en majuscule. À lui seul, il représente la pensée habituelle de plus des 3/4 des habitants. La société de la Restauration est également une société où c'est plutôt l'aristocratie et puis la congrégation jésuite, selon Stendhal, qui ont le pouvoir, et ils sont encore marqués par le souvenir douloureux de la terreur. C'est pour ça que quelqu'un comme Julien leur fait peur, on a l'impression qu'il va à nouveau leur couper la tête. Les hommes de sa société, Madame de Rênal, répétaient que le retour de Robespierre était surtout possible à cause de ces jeunes gens de basse classe trop bien élevés. Donc celui qui vient d'une basse classe et qui a été élevé rapidement, c'est Julien, le nouveau Robespierre. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que Stendhal n'est pas un humaniste qui va se dévouer pour la société, pour le peuple. Il écrit son livre pour les happy few. En fait, il est extrêmement snob. Par exemple, il disait « J'aime le peuple et je déteste ses oppresseurs, mais ce serait pour moi un supplice de tous les instants que de vivre avec le peuple. » Ça me fait un peu penser à Julien, qui refuse de s'enfuir avec le geôlier parce que le geôlier est une canaille, est un type qui est trop bas pour l'âme élevée de Julien, mais ça n'empêche pas Julien de faire un grand discours pour le peuple à son procès. Enfin, celui qui signe le tout premier épigraphe du tout premier chapitre, c'est Hobbes, et Hobbes disait Homo homini lupus est, soit l'homme est un loup pour l'homme. La société que montre Hobbes, c'est une société où tout le monde est en guerre contre tout le monde, où il n'y a pas d'entente possible. Et ça nous rappelle Julien, qui, dès qu'il arrive quelque part, se fait de tout le monde des ennemis. Voilà un peu à quoi ressemble la société de la Restauration, telle que l'a décrit Stendhal dans Le Rouge et le Noir. Alors, à propos du style de Stendhal, Stendhal rejette l'emphase des romantiques, c'est-à-dire l'outrance verbale, le style un petit peu empoulé. Il dit « Les romantiques sont les gens les plus secs et les plus plats du monde, de vrais fats littéraires. Peut-être faut-il être romantique dans les idées, le siècle veut ainsi, mais soyons classiques dans les expressions et les tours. » Ça, c'est ce qu'il dit dans son essai Racine et Shakespeare. Donc oui, aux idées romantiques, mais non aux tours et aux expressions romantiques qui sont trop empoulées, qui sont dignes de vrais fats littéraires. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir l'impression qu'on fait la conversation. Par amour pour la clarté et le ton intelligible de la conversation, j'ai été conduit à un style qui est le contraire du style un peu enflé des romans actuels. Lorsqu'on lit Le Rouge et le Noir, tout est simple, tout cool, comme si Stendhal était en train de nous parler en direct, comme si on était en train de converser avec lui. Ainsi en témoigne la mort de Julien, qui se fait en une seule phrase, un exemple de sobriété absolue. Tout se passa simplement, convenablement, et de sa part sans aucune affectation. On est loin des longs atermoiements, des grandes phrases d'un Chateaubriand, par exemple. Alors, puisqu'on parle de Julien Sorel, vous pouvez citer 2 ou 3 éléments à son sujet. Alors d'abord, on dit très souvent que Julien est un être singulier. Il est étrange, il ne correspond pas au type des personnes de la Restauration. Vous le savez, le but de Julien n'est pas le bonheur, son but c'est l'héroïsme. Ça changera évidemment à la fin quand il sera en prison.
Et donc, Julien, lorsqu'il essaie de se faire tout un roman dans sa tête pour savoir comment échapper aux gens qui se moquent de lui, soi-disant, quand il reçoit la lettre d'amour de Mathilde, on dit qu'il est ému de son propre conte comme un auteur dramatique. Quand il se raconte à lui-même sa propre histoire, il se voit comme le héros de sa propre histoire. Ce qui est intéressant, donc vous savez que Le Rouge et le Noir est un roman d'apprentissage où Julien, au début, est un fils de charpentier, un paysan à moins que rien, et à la fin, notamment dans la note secrète, il se confond totalement avec l'aristocratie. Alors il y a un moment notamment où il rédige quelque chose pour que Monsieur Gros, l'architecte, n'ait pas le bureau qu'il demande. Donc en fait, une fois qu'il est passé de l'autre côté, il devient exactement comme ces gens qu'il détestait au début, les gens qui ont le pouvoir. Et dans la note secrète, dans l'épisode de la note secrète, les aristocrates oublient complètement qu'il n'est pas aristocrate, on oublie qu'il est un plébéien, et en fait il fait partie des aristocrates. Et il va faire partie il va travailler à cette conspiration ultra, en oubliant complètement qu'au départ il détestait les ultras. Objectivement, en acceptant la mission secrète que lui confie Monsieur de la Mole, il contribue à écraser les nouveaux Julien Sorel. Donc à la fin, il renie, enfin c'est pas à la fin d'ailleurs, mais au moment de la note secrète, il va renier toutes ses origines plébéiennes. Le roman d'apprentissage est terminé à ce moment-là. Et puis paf, il décide d'aller tirer sur Madame de Rênal, et donc il va ruiner tout cet apprentissage qu'il avait appris, toute son évolution. Enfin, Julien Sorel est extrêmement fier et extrêmement orgueilleux. Par exemple, vous vous souvenez à quel point il souffre lorsque Mathilde le rejette, mais selon René Girard, c'est la vanité qui fait souffrir Julien lorsque Mathilde se dérobe. Et cette souffrance est la plus violente qu'ait jamais connue ce héros. Voilà 4 éléments intéressants à propos de Julien Sorel. Alors, s'il y a une seule citation à retenir dans Le Rouge et le Noir, c'est la théorie du roman miroir. Alors ça, c'est dans le livre 2, chapitre 19. « Et monsieur, un roman est un miroir que l'on promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir serait par vous accusé d'être immoral. » Je ne reviens pas sur cette citation, vous la connaissez forcément si vous avez étudié Le Rouge et le Noir en classe. Il est question de dire que c'est pas la faute du romancier si ce qui montre est amoral. C'est le monde qui est amoral. Le romancier ne fait que refléter la société. Cette théorie sera reprise par l'éditeur. Vous savez, à un moment, l'éditeur reproche pendant la note secrète de trop parler de politique. Ça risque d'ennuyer le lecteur, mais il dit aussi « Si vos personnages ne parlent pas de politique, ce ne sont plus des Français de 1830, et votre roman n'est plus un miroir, comme vous en avez la prétention. » On est donc obligé de les faire parler de politique, puisqu'en 1830, le Français est obsédé par la politique. Après la Révolution, après l'Empire, à la fin de la Restauration, le Français ne parle que politique. Cette théorie du roman de miroir va être à double tranchant pour Stendhal, parce que du coup, on va croire que Julien, c'est son portrait. Vu que Julien est un coquin et que c'est mon portrait, on se brouille avec moi. Alors, ce qu'il y a d'un peu inédit dans Le Rouge et le Noir, c'est qu'on a un narrateur qui se permet de donner son avis sur la fiction qu'il écrit. Ainsi, dès le début, il se présente, dans les 3 premiers chapitres, il présente Verrières comme s'il allait guider touristiquement quelqu'un, et il dit « Je ne trouve quant à moi qu'une chose à reprendre au cours de la fidélité pour parler de ce petit cours qui a été fait derrière les jardins de M. de Rênal. » Dans le chapitre 22, j'avoue que la faiblesse dont Julien fait preuve dans ce monologue me donne une pauvre opinion de lui. Il donne son avis sur le fait que Julien n'est pas capable, face au Valnod, etc., de retenir ses émotions. Enfin, le plus connu, c'est à propos de Mathilde. « Nous avons avec peine, car nous aimons Mathilde, dit-il. » En fait, ce qu'il fait, du coup, c'est qu'il donne son avis sur Verrières, sur Julien, sur Mathilde, comme si Verrières, Julien et Mathilde existaient vraiment. Donc en fait, ça renforce encore plus l'idée de réalisme. Alors, voici ce qu'ont dit certaines personnes à propos du Rouge et le Noir. Alors d'abord, Mérimée est d'accord avec l'idée que le miroir est critiqué parce qu'en fait, il représente la fange des bourbiers de la route. Mérimée trouve que Stendhal a exposé des vérités trop salopes pour être vues. Voilà ce qu'il dit, et comme c'est une citation, même si c'est un mot un peu vulgaire, vous avez le droit de le citer. Ça montre bien que ce que montre Stendhal dans son roman, il a fait que dévoiler des choses qui normalement sont tues, parce que normalement on ne regarde pas ce genre de choses. Sainte-Beuve, lui, va attaquer Le Rouge et le Noir. Alors pourquoi Stendhal a appelé son roman Le Rouge et le Noir? À un moment, il pensait l'appeler aussi Le Rouge et la Blanche, puis il va écrire un roman sans l'achever qui s'appellera Le Rose et le Vert.
Stendhal lui-même indique que ça va bien faire parler les journalistes. Et Sainte-Beuve disait « Le rouge et le noir est intitulé ainsi, on ne sait trop pourquoi ». Sainte-Beuve s'attaque également à Julien. Julien, avec les 2 ou 3 idées fixes que lui a donné l'auteur, vous connaissez ces idées fixes, l'héroïsme, Napoléon, le fait de ne pas être considéré comme un domestique, Julien ne paraît bientôt plus qu'un monstre odieux, impossible, un scélérat qui ressemble à un Robespierre jeté dans la vie civile et dans l'intrigue domestique. Donc Julien, ça serait un sous-Robespierre. C'est également le genre d'opinion qu'a Paul Bourget. Julien est une bête de proie allant à la chasse avec les armes de la civilisation. Donc Julien, en fait, c'est un espèce de monstre qui chasse des gens. Il chasse ses ennemis, mais il va les faire dans l'intrigue domestique, dans la vie civile, avec les armes de la civilisation. Puisque de toute façon, il ne peut pas rentrer dans l'armée. Zola, au contraire, a un avis, en tant que réaliste lui-même, un avis très positif sur le rouge et le noir. Il va admirer les qualités de psychologue de Stendhal. Personne n'a possédé à un degré pareil la mécanique de l'âme. Alors, si jamais vous tombez sur un passage où il faut expliquer comment Julien tombe petit à petit amoureux de Mathilde, comment Julien va petit à petit avoir telle opinion, comment telle opinion va se créer dans la tête de quelqu'un, vous pouvez citer Stendhal et dire qu'il admirait que le fait que Zola maîtrise bien la mécanique de l'âme. Enfin, vous le savez, ça c'est particulier chez Stendhal, qu'il y a des moments où on rentre dans la tête de Mathilde, de Julien, de Madame de Rênal et même de Monsieur de Rênal pendant très longtemps et on les entend se parler à eux-mêmes. Donc Roger Nimier dit que Stendhal invente sans y penser ce qu'on appelle le monologue intérieur. Alors, pour terminer, on peut se poser la question de savoir si le rouge et le noir est une œuvre réaliste ou si Stendhal n'a pas juste été un peu aveuglé par son regard critique par la société. Donc, est-ce que c'est un roman réaliste ou un pamphlet? Alors, vous savez que les réalistes, donc comme Balzac, comme Zola, avaient pour but de montrer toute la vérité, rien que la vérité. C'est pour ça que Stendhal commence par la citation de Danton, la vérité, l'âpre vérité. Et c'est pour ça que Balzac dit « All is true » dans Le Père Goriot, 4 ans après Stendhal. Mais il y a une chose qui peut aveugler Stendhal, c'est sa haine très très féroce contre les ultras, contre l'État et contre la congrégation. Ainsi, Jules Janin dit tout de suite après avoir lu Le Rouge et le Noir, en 1830, « Je n'ai vu nulle part plus de rage anti-jésuitique et anti-bourgeoise que dans les livres de M. de Stendhal. La partie remarquable de ce roman est le séjour de Julien au séminaire. Ici, l'auteur redouble de rage et d'horreur. » En fait, Stendhal est obsédé par la congrégation, par les ultras, et à tel point que de temps en temps, ça n'est pas réaliste. Par exemple, tout l'épisode de la note secrète où des ultras font une conspiration, dont après d'ailleurs on ne parlera plus du tout, c'est basé sur des rumeurs de complot, mais c'est absolument pas réaliste. D'accord ? C'est l'idée que les contras, c'est des gens qui complotent dans l'ombre, qui font des choses comme ça, qui mettent en danger la civilisation française. Je vais vous donner 2 exemples aussi. Donc le grand ennemi qui concentre tous les complots, toutes les horreurs, toutes les bassesses, c'est la congrégation jésuite. Et il y a des moments où ça devient ridicule. Par exemple, pourquoi est-ce que Castanède viendrait intervenir contre son intérêt dans l'épisode de la note secrète? Pourquoi est-ce qu'il viendrait empoisonner? Il rentre le soir dans la chambre de Julien, il met un somnifère dans son verre, etc. Alors que, en fait, c'est pas du tout logique. Normalement, il devrait applaudir le complot ultra. Pareil, pourquoi est-ce que Frilair va dire à Mathilde « Mais oui, j'ai tout le monde dans ma poche, t'inquiète pas pour Julien, ça va bien se passer », et puis en fait, va trahir Mathilde et va faire en sorte que Julien finalement soit condamné. Ça n'a aucun sens. C'est de la pure... Stendhal montre juste qu'ils sont mauvais, et puis c'est tout. Un autre exemple de chose qui n'a aucun sens, c'est qu'à un moment on dit que Julien dans le séminaire prend des leçons d'armes. Alors il n'y a rien de plus faux, évidemment, les séminaristes ne prennent pas des leçons d'armes. C'est pour donner une image de la congrégation, et c'est de l'église qui essaye de se battre dans l'ombre. Une autre chose qui montre bien que c'est pas réaliste, du coup, c'est que les personnages sont complètement caricaturaux. Ainsi, tous les jansénistes sont bons, sont gentils. Tous les jésuites sont épouvantables, sont affreux, il n'y a rien à sauver. Donc la seule chose en fait qui vient freiner le réalisme du roman de Stendhal, c'est le fait que Stendhal soit aveuglé par sa haine contre les ultras et contre la congrégation.
Voilà, on en a terminé avec ces citations, donc vous pouvez en apprendre quelques-unes pour préparer la dissertation pour le bac de français. Je vous laisse avec ces citations quand même pour finir sur note positive, sur Stendhal dans De l'amour, qui parle de sa théorie de la cristallisation que vous connaissez, où il dit que l'amour est le miracle de la civilisation. Sur ces belles paroles stendhaliennes, je vous dis au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo.